D'abord, merci pour les organisateurs de m'avoir fait part de ces journées que je trouve très intéressantes. Je vais me dévier par rapport aux bassins ruraux et des outils du génie rural pour parler un peu d'un aspect de l'anthropisation qui est l'urbanisation et plus particulièrement de l'impact de l'urbanisation dans l'altération géomorphologique de certaines rivières urbaines. C'est un travail de Master 2 de Anouar Larafa que j'ai co-encadré avec Frédéric Gob du laboratoire de géographie physique à Paris 1 et Ludovic Codin de l'UMR Métis à Sorbonne Université en collaboration avec Pierre Brigode, lequel est dans la classe et à qui revient les droits photographiques de la photo que je montre ici sur le cours d'eau de la Mérantaise, qui fait partie des deux cours d'eau la Mérantaise et le Morbras, sur lequel nous avons travaillé. Et ces deux cours d'eau drainent des sous-bassins versants dans le grand bassin de la Seine. Et vous voyez sur cette photo, sur cette image à droite, que ces deux bassins versants ont subi une urbanisation plus ou moins importante durant la deuxième moitié du XXe siècle. À ces deux bassins versants, nous avons rajouté un cas témoin qui est le bassin de l'Aulne, pas très loin de la Mérantaise, et lequel qui n'a pas une part urbanisée qui est très importante. Alors, nos collègues géomorphologues ont trouvé que ont observé sur les cours d'eau de la Mérantaise et le Morbras des incisions et des élargissements, des incisions qui vont jusqu'à 1 mètre sur la Mérantaise et le Morbras, des élargissements qui dépassent les 3 mètres, 4 mètres. Et comme on peut le voir à partir de ces figures de coupe transversale, là vous voyez en carte, je pense que ça va plaire à Vasquen, c'est une carte ancienne établie vers la fin du 19e siècle et vous voyez ici les cartes transversales un peu plus récentes et vous voyez l'effet de l'élargissement sur la Mérantaise. Encore des photos plus récentes sur le Morbras en vertical ici, vous voyez les traces d'élargissement et d'incision. Et puis en bas, encore sur la Mérantaise, des marques d'incision importantes. Alors, nos collègues géomorphologues nous disent, on suspecte que l'urbanisation est la cause de ces changements géomorphologiques. Est-ce que vous pouvez nous donner une évidence d'un point de vue hydrologique? Et ce que nous avons essayé de faire en adoptant la méthodologie suivante, d'abord en utilisant un modèle hydrologique, modèle urbain 5 paramètres pas temporaire. Vous voyez que d'après le nom, elle a hérité quand même quelque chose de la famille GR. Ce modèle permet de combiner des forçages climatiques sur une longue période de données avec une évolution. Là, ici, c'est une évolution sur plusieurs années de l'imperméabilité du bassin versant, qui constitue un des paramètres de ce modèle, avec d'autres paramètres qui ne sont pas spécifiquement liés à l'urbanisation et qu'on devrait estimer à partir de calages pluie-débit classiques. Alors, en combinant les forçages climatiques et l'occupation du sol, on arrive à simuler, on essaierait de simuler l'évolution de la réponse du bassin versant qui tient compte explicitement de l'évolution de son urbanisation. Alors, pour quantifier le rôle de l'urbanisation, nous avons proposé, en plus de cette simulation, d'avoir une simulation théorique où on met le taux d'urbanisation à 0%, ce qui nous permettrait d'avoir une simulation qu'on supposerait être la réponse du bassin s'il n'était pas urbanisé. Et en comparant les deux simulations, on essayerait de quantifier l'impact de l'urbanisation sur les débits morphogènes. Alors un débit morphogène, c'est un débit plutôt important duquel on commence à avoir un transport de sédiments. Je vais aller pas à pas en détail sur chacune de ces étapes. D'abord, les données de forçage. Alors, il y a les données climatiques, la précipitation et la température, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle que nous avons retrouvée à partir des bases de données Safran. Ensuite, pour l'urbanisation, nous avons utilisé des données d'occupation du sol. Alors, c'est un mélange des bases de données Corine Landcover. Alors, Corine Landcover, vous avez l'occupation du sol. Est-ce que c'est agricole, c'est forestier, c'est urbain à 100 mètres? Et puis, vous avez des cartes d'imperméabilité qui vont de 0% à 100% sur 20 mètres et qui sont disponibles à partir de 90. Alors,
le laboratoire de géographie physique ont quand même des données issues des images ortho aériennes et qui ont permis de gagner de la profondeur temporelle en allant jusqu'à 1900 pour la mer Antaise et 1949 pour le Morбra. Ensuite, pour le calage du modèle, nous avons utilisé des données de débit qui sont plutôt récentes et qui ne sont pas aussi, qui vont pas aussi loin que les autres données. Alors, pour constituer les séries d'imperméabilité aux patents annuels qui vont alimenter le modèle, il y a quand même une recette. D'abord, à partir des données LGP et d'occupation du sol de Corine, on estime la part urbanisée du bassin versant, c'est-à-dire combien de la surface du bassin qui est urbanisée. Et urbanisée, ça va du parking jusqu'à bâtiments, etc. Donc, c'est assez variable. Ensuite, de la part urbanisée, c'est les points noirs que vous voyez ici. On estime la part imperméabilisée, c'est-à-dire le taux d'imperméabilité moyen du bassin versant. C'est les points en orange à partir d'une formule empirique que j'ai tirée d'un large échantillon de données. Mais puisque c'est une formule empirique, je la corrige en utilisant à la fois la part urbanisée et la part imperméabilisée calculée en 2006 à partir des données Corine Landcover. Et finalement, en corrigeant ces points orange, je fais une interpolation linéaire pour avoir une évolution au patent annuel de l'imperméabilité du bassin. Laquelle je vais l'utiliser pour mon modèle. Alors, il est issu, ce modèle est MU5H, est issu de développement que j'ai effectué durant ma thèse. Il est issu de développement à partir du modèle GR4H de la Fitchi, c'est-à-dire qui prend en compte un réservoir d'interception. Donc, dans la partie production, vous avez un réservoir d'interception et un suivi d'humidité du sol qui donne les précipitations nettes. 10% de ces précipitations nettes sont transférées via une branche rapide et le reste sur une branche lente. Les deux sont en échange avec le réservoir souterrain pour nous donner à la fin le débit à l'exutoire. Donc, cette version à 4 paramètres. Θ1 et Θ2 gèrent plutôt les aspects bilan, l'humidité du sol et l'échange avec le réservoir souterrain. Θ3 et Θ4 gèrent plutôt les aspects dynamiques. Alors, j'ai effectué deux modifications principales pour tenir compte de l'urbanisation. La première, c'est de libérer ce paramètre de partage initialement fixé à 0,1 pour avoir un partage qui est dépendant de chaque bassin. Et la modification majeure, c'était de court-circuiter le réservoir de production, puisqu'on le voyait à partir de l'évolution de coefficient de ruissellement, qui est la part des précipitations à l'échelle de l'événement qui devient du ruissellement de surface. Si vous regardez sur les bassins faiblement urbanisés, avec un taux d'imperméabilité TIA très faible, vous voyez qu'en saison sèche, ce coefficient de ruissellement, il est vraiment nul. Mais quand vous regardez sur les bassins fortement urbanisés avec une TIA plutôt importante, on voit que même si on est en conditions sèches, on voit quand même qu'il y a un coefficient de ruissellement important. Ce comportement n'est pas possible de le reproduire avec GR4H, puisque quand vous avez un réservoir qui est plutôt vide, conditions sèches, vous n'aurez pas de ruissellement. Donc, pour tenir compte de cet effet, nous avons court-circuité avec un paramètre θ urb qui varie entre 0 et 1. Quand vous êtes à 0, vous êtes avec GR4H ou 5H. Et puis, quand vous êtes à 1, vous court-circuitez, toutes les précipitations non interceptées deviennent de ruissellement. Il y a quand même 5 paramètres à caler. Et pour les caler, j'ai fait du split sample test classique, mais aussi j'ai calé sur toute la période. J'ai considéré 3 fonctions objectifs, le Nash, le KGE sur les débits, puisque je cherche à reproduire des fortes valeurs de débit, et également sur les racines carrées de débit. Je ne sais pas quel choix retenir, donc je les ai tous retenus. Donc j'ai 6 paramètres optimaux calés pour chaque bassin, et à chaque fois, θ urb, je ne le cale pas, il est issu de la courbe de TIA issue des observations d'occupation du sol. Alors, pour chacun de ces paramètres optimaux, je fais 2 simulations. La première, c'est la simulation avec l'évolution actuelle de l'urbanisation. La deuxième, c'est avec une urbanisation nulle pour avoir une simulation théorique afin de pouvoir quantifier l'impact de l'urbanisation sur les débits morphogènes. Alors, pour ce faire, je calcule un débit seuil à partir de la simulation non urbanisée qui est
en prenant les maxima journaliers annuels, en faisant leur moyenne et en prenant 60% de cette moyenne, on suppose que au-delà de ce seuil, on a un départ de sédiments. Ensuite, on calcule une aire au-dessus de ce seuil. Plus cette aire est importante, plus on suppose qu'il y a de transport de sédiments. On fait ça pour la simulation actuelle, tenant compte de l'urbanisation, la simulation non urbanisée, et pour contrôler la simulation orange qui tient compte de l'urbanisation, on le fait également pour les observer. Finalement, pour quantifier le rôle de l'urbanisation, on calcule un delta relatif qui est la somme sur 5 ans glissantes de cette R que vous voyez sur cette courbe, le TCF, moins la somme de cette R, mais sur les simulations non urbanisées, sur les simulations non urbanisées. Je vais passer au résultat. Brièvement, les performances de calage sont plutôt acceptables, moins bonnes sont celles de contrôle, et on a plutôt une dégradation plus importante, pas sur les bassins urbanisés, mais plutôt sur l'Aulne. Quand on regarde l'évolution de l'urbanisation de nos bassins, nous avons 3 cas. C'est très bien que nous avons le chiffre 3. Un bassin qui n'est pas urbanisé, vous voyez la courbe en bleu de l'imperméabilité qui est vraiment nulle sur toute la période. Un bassin qui commence avec une imperméabilité qui dépasse 5%, c'est un seuil au-delà duquel nous avons un effet d'urbanisation, mais qui continue avec un gradient plutôt faible. Et puis le Morbraat, sur lequel on commence avec une valeur plutôt importante, avec un gradient, on a un doublement de l'imperméabilité sur 30 ans. Et comme réponse, l'évolution de TCF, des débits morphogènes. Là, vous avez 3 courbes. L'orange, c'est en tenant compte de l'urbanisation. La bleue, non urbanisée. Et le noir, c'est les observés. Et en bas, vous avez le delta relatif. Il est positif s'il y a un accroissement à cause de l'urbanisation et négatif s'il y a un décroissement. Une décroissance plutôt. On voit sur l'Aulne que... Une minute. Oui, on voit que sur l'Aulne, on n'a pas d'effet lié à l'urbanisation. Sur la Mérantaise, on a plutôt une augmentation généralisée sur toute la période sans avoir une tendance significative. Cette augmentation pourrait atteindre jusqu'à 300% de ce qu'on aurait en cas non urbanisé, alors que sur le Morbraat, on a plutôt un effet très négligeable au début qui devient de plus en plus important quand on va vers les années récentes. Et on voit clairement qu'en comparant le noir avec l'orange, on arrive quand même des fois à surestimer, à sous-estimer. On va dire qu'on est plutôt acceptable. Je vais passer un peu moins de temps sur les effets saisonniers. Sur l'Aulne et sur la Mérantaise, on ne voit pas un caractère saisonnier important, mais sur le Morbraat, on a un effet plutôt centré sur la période d'été. Comme conclusion, donc, en réponse à ce qu'ont observé nos collègues géomorphologues, on arrive à retrouver une évidence issue de simulation du modèle EMU5H, que je rappelle qu'il a des performances plutôt acceptables sur nos 2 bassins, qui permet de voir plutôt un effet de l'urbanisation sur les débits morphogènes, avec une tendance plutôt significative sur le Morbraat par rapport à la Mérantaise. Désolé d'avoir dépassé le temps, je vous remercie de votre attention.